Un jour, j'ai eu la grande surprise de découvrir que j'étais concerné par une affaire de restitution de biens spoliés. Par la suite, je me suis rendu compte que je n'étais qu'un cas parmi d'autres. La Claims Conference, commission des indemnisations, est devenue comme un serpent auquel je devais m'affronter. Si je ne me préparais pas à les combattre, ils allaient me dévorer vivante. Ils demandent encore de l'argent au nom des survivants de l'Holocauste. Pourquoi faudrait-il leur donner de l'argent? Pour qu'ils puissent le voler? Les Allemands n'ont qu'à dédommager directement les gens. Au moins comme ça, l'argent ira aux personnes directement concernées. Les survivants de l'Holocauste ont souffert en silence. Mais c'est terminé. Ils ne se taisent plus, ils ne se tairont plus. Vous vous trouvez pris dans une toile d'araignée et vous ne connaissez même pas les règles du jeu. C'est au nom des 6 millions de Juifs disparus dans les camps d'extermination qu'est lancée, il y a plus d'un demi-siècle, la plus importante campagne de restitution de biens spoliés jamais organisée, pour tenter de réparer l'un des grands crimes de l'histoire contemporaine. Certains survivants de cette tragédie et leurs enfants sont conduits à s'opposer aujourd'hui à ceux-là même qui étaient censés obtenir justice en leur nom. Il y a plus de 60 ans, 19 membres de sa famille sont déportés. Ils ne reviendront pas. D'autres échapperont à la mort en fuyant Berlin. Berlin, où la famille vivait depuis 3 siècles. David Michaelis revient pour que lui soient rendus les biens de sa famille, spoliés par les nazis. Pour ce qui est de mon histoire familiale, il s'agit d'une famille allemande prospère, des noms inscrits au fronton des immeubles ou dans les livres, de Heine à Walter Benjamin, en passant par Hannah Arendt et Stern. Et puis un jour, on leur a dit « Vous êtes des étrangers, votre place n'est pas ici. C'est par erreur qu'on vous a respecté. Vous êtes un élément cancéreux, un élément étranger à la société. Fichez le camp. » Dites-moi, y a-t-il d'autres immeubles dans le quartier qui appartenaient à des Juifs? Il y en a beaucoup, surtout dans ce quartier. On peut dire que 60 à 70% des bâtiments que vous voyez ici appartenaient à des Juifs. Lothar Fermi est avocat. En 2004, il prend contact avec David pour l'informer que sa famille est redevenue propriétaire d'un immeuble à Berlin. Ceci est le 19 Neushochenazer Straße. C'est l'immeuble qui appartenait à la famille Edrich Goldering, pour moitié avec une autre personne. Vous êtes l'un des héritiers d'Edrich Goldering. La grand-mère de David, Mimi Michaelis, ainsi que des cousins, avaient hérité de cet immeuble. Aujourd'hui, David est le seul descendant vivant direct de sa grand-mère. Tout l'immeuble va jusqu'au fond. Il y a des cours, c'est vraiment un grand bâtiment, situé dans l'un des plus beaux quartiers de Berlin. Bon, on peut traverser. Toutes les cours se suivent. Les grands-parents de David, ainsi que ses parents, ont grandi ici, persuadés qu'ils étaient des Allemands comme les autres.
Leur tragédie, c'est celle de tous les juifs allemands qui avaient cru qu'ils pouvaient vivre en paix dans une société policée, civilisée, celle de Bach, de Mozart, de Goethe, de Schiller. Ils avaient cru qu'ils pouvaient jouir pleinement ici des droits de l'homme et du citoyen. Ce sapin de Noël témoigne de la tradition d'assimilation de notre famille. Ma mère, en 1924, elle avait 21 ans, elle a commencé à se dire qu'elle avait une identité juive, peut-être même une identité sioniste. Aussi, cette volonté d'intégration n'était plus tout à fait la sienne. Quand on a apporté le sapin de Noël à la maison, elle a dit non. À partir de cette année, nous n'aurons plus d'arbre de Noël. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas dans notre culture. Ce fut la première étape. Ensuite, elle nous a expliqué que l'existence juive en Allemagne reposait sur une illusion. Elle disait « les Allemands ne veulent pas de nous ». Peu après, la mère de David a décidé de fuir. La page était tournée. Le chapitre allemand, vieux de 300 ans, était terminé pour elle et sa famille. Beaucoup font remonter le début de la solution finale à ces pogroms organisés contre les juifs allemands dans les années 30. Mais on oublie que ce fut aussi le début d'une campagne de pillage remarquablement organisée et efficace pour s'emparer de biens immobiliers et d'actions de société d'une grande valeur. L'immeuble de David est lui aussi emporté par cette tempête. Mais ce n'est qu'après la chute du communisme en 1989 que les anciens propriétaires juifs peuvent faire valoir leurs droits sur les maisons qu'ils possédaient dans cette rue. Les clauses de l'accord de réunification de l'Allemagne prévoyaient que le gouvernement restituerait les biens des juifs qui les réclameraient dans un délai de 2 ans. Au-delà, ces biens seraient transmis à la Claims Conference, la commission d'indemnisation. Et c'est ainsi que cette organisation se trouve maintenant propriétaire de l'immeuble de David. Pour quelle raison la Claims Conference n'a pas cherché à me retrouver? Ce n'est pas leur travail de rechercher les héritiers. Ils ne le font jamais. Ils ne se sentent pas obligés de le faire. Recherchent-ils des héritiers qui sont connus? Non. Il existe une loi qui stipule que lorsqu'il n'y a pas d'héritier d'une personne juive dont les biens ont été spoliés, c'est la Claims Conference qui détient les droits d'héritage. Le combat pour obtenir une décision de justice a commencé il y a un demi-siècle. Sous la pression de juifs influents en Occident, dirigés par Nahum Goldmann, le gouvernement ouest-allemand de l'après-guerre entreprend des négociations qui conduisent au paiement de milliards de dollars en réparation. Les origines de la Claims Conference, nouveau propriétaire de l'immeuble de David, remontent aux premières années de l'après-guerre et aux premières demandes juives de réparation. Le problème était qu'au début des années 50, l'Allemagne de l'Ouest n'avait pas encore reconnu sa responsabilité, la responsabilité de la nation allemande dans l'Holocauste. À la fin des années 40 et au début des années 50, l'Allemagne ne se préoccupait pas de cette question. On faisait porter la faute aux nazis, pas aux Allemands. En septembre 1951, le chancelier allemand Konrad Adenauer prononce une déclaration. Cette déclaration avait été préparée avec les organisations juives et présentée aux partis politiques et à l'ensemble des dirigeants du pays, dont le président de la République. Tout le monde l'avait approuvée. Mesdames et messieurs, Adenauer entame son discours en mentionnant les grands crimes qui ont été commis au nom de toute la nation allemande. Il propose d'entamer des négociations en vue de résoudre les problèmes matériels opposant l'Allemagne aux Juifs, afin d'avancer dans la résolution des problèmes moraux et d'atténuer la grande souffrance résultant de l'Holocauste.
Jamais un dirigeant allemand n'avait été aussi loin dans l'acceptation de la responsabilité de l'Holocauste. C'est ce qui a permis aux Juifs d'accepter la proposition d'Adenauer. Après la guerre, un processus de dédommagement sous forme de pensions et d'indemnités est mis en place avec le concours des Alliés. Dans le même temps, Israël accueille des centaines de milliers de Juifs originaires d'Europe. Le jeune État hébreu décide alors de demander directement des réparations à la Nouvelle-Allemagne pour compenser le coût d'installation de ces réfugiés. Cependant, tout le monde en Israël n'est pas d'accord avec cette démarche. Le chef de l'opposition d'alors, Menachem Begin, s'exclame ainsi au cours d'une manifestation devant le Parlement israélien. « Nous ne pouvons pas vendre nos frères et nos sœurs ainsi. » La position du Premier ministre israélien, David Ben-Gourion, prévaut. La route des réparations, Shilumim en hébreu, est à présent ouverte. La flotte de pêche israélienne vient de s'accroître de 10 nouveaux bateaux acquis à la suite de l'accord de dédommagement. Ce sont des bateaux modernes, sophistiqués, équipés de moteurs puissants, de systèmes de réfrigération et même de radiocommunication. Nos citoyens peuvent s'attendre au doublement de la pêche grâce à ces nouvelles unités. La préface de l'accord sur les réparations précise que le gouvernement allemand verse à l'État d'Israël tel montant. Pas pour établir l'État, ni pour combattre les Arabes, mais pour absorber les réfugiés de l'Holocauste en Israël, pour les absorber et les installer. La vérité, c'est que cet argent a été utilisé pour le développement du pays. Personne n'est venu rencontrer les survivants de l'Holocauste, dont je fais partie, pour leur dire « Écoutez, nous disposons de tant de millions de dollars dont une partie vous revient. » Une des conséquences majeures de l'accord sur les réparations est le lancement du paquebot Theodor Herzl. Les rescapés de l'Holocauste n'étaient pas intéressés par cet argent. Ils disaient que le diable emporte les Allemands et leur fric. Ces sommes, en compensation du coût d'installation des réfugiés en Israël, viennent ainsi s'ajouter à celles que le gouvernement allemand verse aux survivants directs de l'Holocauste depuis la fin des années 40. Adenauer voulait une négociation avec deux interlocuteurs. D'une part, l'État d'Israël, et d'autre part, une organisation unique qui représenterait les Juifs de la diaspora, leurs associations et leurs communautés. Le problème, c'est qu'une telle organisation n'existait pas et qu'il fallait la créer. Ainsi apparaît à côté d'Israël un nouvel interlocuteur. Il est constitué en un organisme unique par 23 des plus grandes organisations juives réparties à travers le monde. C'est la Klems Conference, conférence des grandes organisations juives pour les réparations matérielles de l'Allemagne. Son rôle, négocier les sommes nécessaires à la réinstallation des réfugiés juifs qui n'avaient pas choisi Israël comme refuge. Nous, les survivants, nous n'avions plus que la peau sur les os. Nous étions anéantis physiquement et moralement. Notre but n'était pas de demander des dédommagements aux Allemands ou à qui que ce soit. Notre objectif, c'était de savoir s'il y avait encore quelque part des survivants parmi les membres de nos familles. C'était là notre priorité. Les survivants de l'Holocauste, en tant que tels, ne furent jamais invités à la table des négociations avec les Allemands. Le 10 septembre 1952, après avoir signé avec l'Allemagne l'accord au nom des victimes et des survivants, quelques dirigeants de la Klems Conference sortent pour une photo. Ils prennent sur eux de représenter les 6 millions de Juifs exterminés et les survivants de l'Holocauste. Au fil des ans,
Ils assurent la gestion de nouveaux accords de restitution et de compensation qui viennent s'ajouter aux premiers accords signés à l'issue de la guerre. C'est précisément ce précédent datant de 50 ans de restituer les propriétés confisquées aux Juifs qui a permis la restitution récente des biens juifs en Allemagne de l'Est. Mais sans la Claims Conference, sans la commission d'indemnisation, rien. Aucune de ces propriétés n'aurait été rendue. La Claims Conference a entrepris un effort de recherche massif, énorme. La Claims Conference avait un staff de 200 personnes occupées à passer les archives au peigne fin, les dossiers des nazis, les registres des institutions juives, les enregistrements des biens immobiliers. Le but était de lancer des demandes de restitution et d'éviter que ces biens ne soient perdus pour les Juifs. Ainsi, en 1992, la Claims Conference se retrouve-t-elle propriétaire des biens juifs restitués après la réunification, mais que personne n'avait réclamé ou avait réclamé trop tard, comme David. Même ceux qui ont fait leur demande dans les délais doivent parfois affronter leurs défenseurs. En 1932, Frédéric Hammerstein et son épouse, tous deux psychiatres, achètent ce manoir dans la localité de Schwerin. C'est à la fois pour eux une résidence familiale et un sanatorium pour leurs patients. En 1935, à l'âge de 10 ans, leur fille, Gabriela Hammerstein, est envoyée aux États-Unis. Ses parents allaient la rejoindre par la suite. Après la réunification de l'Allemagne, elle fait une demande de restitution de la demeure familiale. Cette maison a quoi, 100 ans? Oui, 100 ans environ, oui. Ici, c'était le salon de musique, avec un grand piano. C'était un havre de paix. En 1992, j'ai eu la chance de recevoir une notification du gouvernement allemand selon laquelle les tribunaux nous avaient restitué la propriété, à ma sœur et moi. Presque tout de suite après, la commission d'indemnisation est apparue, arrivée d'on ne sait où. Elle a annoncé qu'elle faisait opposition à la restitution de la propriété à ma sœur et moi. Ils prétendaient que nous n'y avions pas droit, particulièrement moi, parce que, entre autres, selon eux, je n'étais pas la fille de mon père. C'était insensé. C'était vraiment incroyable. Ainsi, Gabriela se retrouve une fois encore devant le tribunal, mais cette fois pour se battre contre la Claims Conference, la commission d'indemnisation. Elle doit prouver qu'elle est bien la fille de son père. Après 4 années de litige, et après que Gabriela eut dépensé des milliers de dollars, la Claims Conference renonce. Qui permet à cette organisation de nous représenter? Je veux dire, nous, les victimes de l'Holocauste, alors qu'elle n'a jamais été désignée par personne. Qui lui permet d'acquérir des propriétés sur lesquelles elle n'a aucun droit? La Claims Conference ne vous a jamais contacté. Ils n'ont jamais tenté de régler le problème directement avec vous. Je n'ai jamais reçu aucune communication d'eux. Tout se passait entre le gouvernement allemand et la commission. La commission s'adressait aux autorités allemandes et les autorités allemandes s'adressaient à la commission.
Le dossier d'opposition ne m'a jamais été adressé directement. Nettie Gross, du Jerusalem Report, se lance alors dans un travail d'enquête. Elle est la première journaliste à s'intéresser à ce genre d'affaires. Ils n'ont rien tenté pour retrouver les véritables propriétaires de ces biens. À l'époque de mon premier article, ils affirmaient avoir publié 3 publicités pour annoncer cette loi d'indemnisation, ce qui est peu par rapport au nombre de Juifs dans le monde. Où est-ce que c'est paru dans le journal local de Baltimore? Ils en parlent ici. Saul Kagan m'a raconté qu'ils avaient publié 3 communiqués de presse de 1990 à 1992, ce qui était la période cruciale, puisque, comme vous le savez, les Juifs avaient le droit de réclamer leur propriété jusqu'au 31 décembre 1992. Après quoi, celle-ci devenait la propriété de la Claims Conference. La Claims Conference était pleinement consciente que beaucoup de gens seraient hors délai. C'est pourquoi, en 1994, la Fondation de la Bonne Volonté a été créée. L'avocat de David dépose une demande auprès de la Fondation de la Bonne Volonté. Cette fondation n'est pas responsable devant la loi allemande. Sa responsabilité procède de règles qu'elle a elle-même définies et changées au fil des années. Il y a près d'un an, nous avons déposé notre demande auprès de la Fondation de la Bonne Volonté. Et finalement, ils ont pris une décision, mais pas en notre faveur, seulement en faveur d'un seul des héritiers. Aujourd'hui, la Claims Conference nous dit « Bien que vous ayez droit à votre part d'héritage selon la loi allemande, vous n'y avez pas droit selon nos règlements. » En dépit du testament, la demande introduite par son petit-fils David est rejetée. Trop éloignée du propriétaire initial, lui dit-on. Quand tout ça a commencé, tout ce que je voulais, c'était voir la propriété. Et puis une fois que quelqu'un vous dit « non, vous ne l'aurez pas », ça vous rend un peu furieuse. À l'époque nazie, ils ont transformé certaines maisons en prisons. Après que Gabriela et ses parents se soient enfuis d'Allemagne, la Gestapo s'empare en 1938 de leur résidence et la transforme en prison. Ensuite, la Stasi, la police politique d'Allemagne de l'Est, installe ici son quartier général. Et après la chute du communisme, la Claims Conference se porte acquéreur. Et le moment arrive où tu te dis « Mais on est en train de recommencer à faire de moi une victime ?» J'ai déjà été victime lorsqu'on nous a volé la maison à mon père, à ma mère, à nous les enfants. Après ça a continué. C'est la deuxième fois? Non, c'est la troisième fois. Depuis 14 ans, Gabriela est en procès avec la Claims Conference, non seulement pour obtenir la restitution de tous les biens de ses parents, mais aussi pour réparer les dommages subis par la maison pendant tout le temps du litige. Cela n'a plus rien à voir avec la propriété. C'est comme un catalyseur. Les murs n'ont plus d'importance. Il s'agit maintenant de quelque chose de bien plus profond. Sur le plan moral, cela a été une faute de ne pas rendre leurs biens aux gens. Peu importe si la nièce du propriétaire initial est catholique et vit à présent au Brésil. Il fallait la retrouver parce que c'est un moyen de réparer le mal qui a été fait par les Allemands. C'est le plus grand défi moral que les Juifs aient eu à connaître au cours de leur histoire. La nécessité de traduire la Shoah en termes financiers, en argent, c'est-à-dire la forme la plus élémentaire de l'échange entre humains.
C'est une tâche impossible. La seule chose que la Claims Conference puisse faire, c'est tenir compte des différents éléments en cause, les droits, les torts causés, les maux, et apporter une forme de solution, avec la sagesse d'un Salomon. C'est tout ce que nous pouvons faire. Les accords intervenus au fil des ans avaient eu le mérite de procurer une certaine assistance à ceux qui en avaient besoin. Pour autant, les comptes ne furent pas apurés. Avec la fin de la guerre froide, de nouvelles demandes sont faites auprès d'entreprises d'État accusées d'avoir profité de la spoliation et du travail forcé des Juifs. Une dynamique nouvelle qui ne va pas sans révéler au grand jour les contradictions qu'avaient perçues les premiers opposants aux négociations avec l'Allemagne. Greta Baer devient le symbole de cette vague de revendications. Pendant 40 ans, elle avait cherché à s'informer auprès de banques suisses sur les sommes déposées par son père dans leur coffre. Il aura fallu un article dans le Wall Street Journal pour qu'elle soit enfin entendue. Je veux juste vous montrer quelques photos. Ça, c'est moi quand j'étais enfant. Là, c'est ma famille. Et ici, le bébé, c'est mon frère. Mon père était un homme riche, mais l'accent était mis sur l'éducation. Nous n'avons pas été élevés dans le culte de l'argent. L'argent était là pour acheter des choses, des livres. Je savais que mon père avait de l'argent en Suisse. Jusqu'à la déclaration de guerre, Greta avait oublié l'argent placé en Suisse. C'est en 1940 à Budapest qu'elle en parle avec son père agonisant. Je lui ai dit, « Papa, je t'en prie, donne à maman une procuration. » Il l'a signée de sa belle écriture. Je lui ai aussi dit, « Tu as toujours dit que nous serions protégés avec ce qui se trouve en Suisse. Donne-nous le numéro, papa. Donne-le-moi, s'il te plaît. » Il m'a regardé et je voyais bien qu'il réfléchissait. Il est mort 2 jours après. Tout ça, c'était trop dur pour lui. Près de 50 ans plus tard, le Wall Street Journal publie un article évoquant cette histoire. Des dizaines de journaux s'en font l'écho. Plus tard, des représentants du Congrès juif mondial sont venus m'interroger. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider. Il y avait le sénateur D'Amato, qui est à la tête de la commission bancaire, et aussi M. Bronfman, qui est très proche de M. D'Amato. Il voulait que je vienne témoigner. Les efforts d'Edgar Bronfman, le milliardaire canadien, président du Congrès juif mondial, et de son adjoint, le rabbin Israël Singer, sont bien connus. Dans les années 90, à eux deux, ils animent l'action du Congrès juif mondial et de la Claims Conference pour obtenir réparation. Nous avons pris l'avion pour Washington que j'aime tant. Et me voilà témoignant devant le Sénat. Je suis né au nord de la Roumanie, dans une ville qui s'appelle Cernauti. La restitution des propriétés immobilières en Allemagne est relativement peu connue, alors que chacun se souvient du combat mené par le Congrès juif mondial contre les banques suisses. Un combat lancé publiquement au cours de cette audition au Sénat américain. Je vais maintenant me tourner vers Edgar Bronfman. Je voudrais vous exprimer mon respect pour votre très remarquable travail. Merci, Monsieur le Président. Je ne voudrais pas sembler présomptueux, Monsieur le Président, mais je parle aujourd'hui au nom du peuple juif et je parle aussi au nom des 6 millions de ceux qui ne sont plus en mesure de parler. Je pense qu'il faut une grande audace pour s'autoriser à parler au nom des 6 millions de victimes.
Surtout quand on sait que cette personne et cette organisation n'ont pas été mandatées à cet effet par la communauté et ne peuvent se targuer d'avoir été élus démocratiquement. En fait, on peut se demander si elles représentent effectivement qui que ce soit. Le peuple juif n'a pas de parlement. Nous ne disposons pas d'un système électoral pour désigner nos représentants. Nous ne sommes pas l'Église catholique. Nous n'avons pas de pape. Nous avons des communautés tout autour du monde. Beaucoup de gens prétendent parler au nom des Juifs, prétendent parler au nom des survivants. Le problème, c'est que nous n'avons pas de système de représentation. Au nom du peuple juif, Bronfman demande maintenant justice. Ce qui est indispensable de façon urgente, c'est un mécanisme transparent qui permette de mener une enquête vérifiable de tous les actifs de l'époque nazie. Les actifs qui ont été déposés par les Juifs, ceux qui ont été volés aux Juifs par les nazis et qui ont été également déposés en Suisse. Il faut faire en sorte que la réattribution de ces biens satisfasse toutes les parties concernées et que justice soit faite. Les auditions du Sénat aboutissent. Les banques, s'inclinant sous l'effet de la pression, acceptent une enquête internationale. Mais sans attendre les résultats de l'enquête, un groupe d'avocats porte plainte contre les banques. Nous avons essayé de résoudre le problème une fois pour toutes et d'apporter la paix à toutes les victimes. Le Congrès juif mondial presse maintenant les banques de régler ces contentieux. Ensuite, la pression vient de la ville de New York. Nous n'avons pas d'autre choix que de recommander, au nom des 8 cabinets financiers que nous représentons, que le moratorium sur les sanctions soit levé. Et c'est ce que nous faisons. Alan Evezi, directeur général du fonds de pension de la ville, est incité par le Congrès juif mondial à retirer ses dépôts dans le cas où les banques ne répondraient pas aux questions posées. Les banques capitulent et accepte de régler un montant de 1,25 milliard de dollars. L'accord avec les banques suisses est un chapitre de l'histoire des réparations de l'Holocauste qui marquera de son empreinte les générations à venir, en raison de sa signification. Mesdames et messieurs, accueillons Edgar M. Bronfman. Une réception est organisée par le Congrès mondial juif dans le prestigieux hôtel Pierre à New York pour célébrer cette victoire. Un an plus tard, l'enquête exigée par Edgar Bronfman est terminée. Seuls quelques milliers de noms de possesseurs de comptes ont été trouvés. 319 millions de dollars ont été versés. Même en provisionnant quelques centaines de millions de dollars pour divers fonds de dédommagement en faveur des victimes de l'Holocauste, il subsiste un surplus de plus de 500 millions de dollars. C'est Greta qui avait inauguré cette nouvelle étape. Ironie de l'histoire, l'enquête ne permet pas de retrouver le compte ouvert par son père. Vous ne pouvez pas surgir dans les années 90 ou 2000 et prétendre à une stature morale en parlant au nom des 6 millions de Juifs, comme si les Juifs n'avaient reçu aucun dédommagement jusque-là. C'est pourtant l'image qui a été créée au cours de cette période. Je crois qu'à long terme, tout ceci aura un effet boomerang négatif pour les Juifs. Il n'est pas toujours bon de réussir trop bien ce que l'on entreprend. Il ne s'agit pas d'argent. L'argent est quelque chose de symbolique. L'argent est une manière de faire reconnaître qu'en définitive, ce qui compte, c'est la justice. C'est l'histoire. En près de 15 ans, la Claims Conference et le Congrès juif mondial récupèrent près de 2 milliards de dollars au nom des victimes. Mais une question va naître peu à peu. Selon quelles règles répartir ces sommes et pour quel usage?
Au cours des 50 dernières années, la Claims Conference a négocié 23 accords qui ont abouti à diverses formes de réparation en faveur des survivants de l'Holocauste. Nous agissons dans plus de 40 pays, dans des situations et des conditions très variées. La Claims Conference décrit son œuvre comme une mission fondamentale de philanthropie juive, uniquement vouée au service des survivants de l'Holocauste. Et de fait, le plus gros de ses activités est la gestion négociée avec le gouvernement allemand des différents fonds d'indemnisation que la Claims Conference a su obtenir au fil des ans. J'attends vos papiers. N'oubliez pas de faire authentifier votre signature. N'oubliez pas votre déclaration de citoyenneté. Dans ces bureaux, des dizaines d'employés distribuent l'argent des réparations à des milliers de personnes. L'an dernier, cela a représenté près d'1 milliard de dollars. Ce programme est étroitement supervisé par les autorités allemandes. La dotation annuelle d'environ 100 millions de dollars provient de la revente des biens immobiliers et de l'accord avec les banques suisses. Longtemps, la Claims Conference se refuse à satisfaire les demandes d'informations sur l'usage qui est fait de ces sommes. Jusqu'à ce qu'une ancienne employée de l'organisation constate qu'elle a reçu par erreur une disquette. Celle-ci contient une base de données où se trouve la liste des sommes attribuées par l'organisation. Lorsque j'ai vu la base de données, j'ai tout de suite compris que j'avais sous les yeux une information très confidentielle. Même parmi nous, au sein de la société, peu de gens connaissaient la destination de l'argent distribué. Elle m'a appelé et m'a dit qu'elle avait des informations importantes à me communiquer. Leur système de comptabilité était très curieux. Il y avait 34 catégories de subventions et parfois ils allouaient à chaque bénéficiaire un peu d'argent correspondant à chaque catégorie. De sorte qu'il était extrêmement difficile de comprendre combien d'argent était réellement distribué à qui. J'ai aussi été stupéfaite de voir de combien d'argent il s'agissait. Rien que pour le théâtre yiddish en Israël, il y a 1,5 million en 4 ans. J'ai toute une page ici, mais je ne veux pas vous prendre trop de temps. Nous avons aussi des subventions, par exemple, à des projets de recherche, des archives de bibliothèques. Par exemple, le projet Tradition des chantres juifs, ou le comité de préservation de l'héritage culturel des centres d'études religieuses. Tout cela m'a vraiment bouleversé. Ce qui est intéressant, c'est que cet argent était versé à des organisations qui sont membres de notre conseil d'administration. Et en principe, cela ne devrait pas être permis. N'y a-t-il pas conflit d'intérêts quand la plupart de vos fonds est versé à des organisations qui figurent au sein de votre conseil d'administration? Tous ceux qui pourraient directement bénéficier de la répartition des fonds doivent le déclarer, conformément aux règles et aux procédures. Ils n'ont le droit de participer ni aux discussions, ni aux votes qui engagent les intérêts des organisations qu'ils représentent. On peut trouver le détail de toutes les affectations de la Claims Conference sur Internet. C'est comme cela que David remonte la piste de l'argent qui lui était dû. Ses recherches le conduisent en Israël, où sont affectées près de la moitié des sommes distribuées par la Claims Conference, soit 51 millions de dollars en 2004. En tête de sa liste se trouve un séminaire religieux pour jeunes filles à Jérusalem qui a reçu une bourse de recherche sur l'Holocauste. Le montant de la subvention n'est pas mentionné. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? J'essaye de comprendre ce que j'ai à voir avec cet endroit, avec ces études sur l'Holocauste. Il y a de l'argent qui m'appartient, qui est investi ici. Votre argent à vous? Oui, de l'argent qui m'appartient, qui est investi ici. C'est quoi votre nom? Michaelis, David. En 1994, lorsque de grosses sommes ont commencé à circuler, cela a changé l'orientation de l'organisation. Si dans les années 50,
Ils affirmaient que leur organisation était consacrée à aider les victimes des nazis. En 1994, ils l'ont transformée afin de soutenir toutes les activités juives d'ordre artistique, intellectuel et social. En d'autres termes, ils se sont donné à eux-mêmes carte blanche pour attribuer l'argent à qui ils veulent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Bon, finalement, c'est pas un mauvais investissement. Non, pour être sérieux, je crois qu'ils ont du mal à trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer. Toutes les affectations sont décidées par le conseil d'administration de la Claims Conference. Il a fallu attendre 1996 pour que soient accueillis en son sein 4 survivants. Roman Kent est l'un des 4. 4 sur 54 membres votants. Nous dépensons plus de 120 millions de dollars pour l'éducation. Mais il y a tellement de projets soutenus financièrement par la Claims Conference et qui pourraient attendre 1 an, 3 ans, et cet argent pourrait être consacré au bien-être des survivants. Selon la Claims Conference, l'éducation ne représente que 20% des sommes attribuées. Le reste, dit l'organisation, va aux survivants dans le besoin. Comme ici, dans le quartier ultra-orthodoxe de Mea Sharim à Jérusalem. Échelle Yerushalayim, une soupe populaire a été améliorée en partie grâce à des fonds de la Claims Conference. Oui, ils nous demandent de cesser de filmer. Bon. Le directeur m'a raconté hors caméra qu'ici, c'est uniquement une soupe populaire et qu'il ne sait pas s'il y a des survivants de l'Holocauste parmi les gens qui fréquentent les lieux. La majorité des membres votants du Conseil ne sont pas des survivants. Ils ne comprennent pas. Et la Claims Conference n'est pas démocratique car elle n'est pas élue. Elle ne représente pas des gens qui l'auraient élue. Les électeurs auraient dû être à 100% des survivants. Cette photo, c'est nous quand nous sommes arrivés en Israël. Voilà de quoi nous avions l'air quand nous nous sommes embarqués sur les bateaux pour émigrer illégalement en Palestine. Voilà comment nous avons affronté la marine britannique dans les ports de la Méditerranée. Ces gens sont arrivés ici, ils se sont portés volontaires au combat, au moment de la guerre d'indépendance. Ils se sont installés, ont créé des familles, et à présent, voyez comme ils sont, malades, infirmes. Ils ont besoin d'une aide que nous n'avons même pas les moyens de leur donner. Ce sont les mêmes personnes, et regardez comme ils sont maintenant. Qui aurait imaginé que certains de ces immigrants illégaux finiraient comme des assistés dans l'attente des secours défaillants de l'État, un État qu'ils ont contribué à construire. Aujourd'hui, ils ne peuvent compter que sur l'aide d'une fondation dont le budget provient à 95% de la Claims Conference. Et pourtant, ni l'État d'Israël, ni la Claims Conference ne sont d'accord pour augmenter leur financement et répondre aux besoins croissants des survivants. Nous avons aujourd'hui plus de 50 000 survivants de l'Holocauste dans la détresse. Parmi eux, 10 000 sont si malades qu'ils sont reconnus comme handicapés à 150% par la sécurité sociale israélienne. Finale, Regie mit Escha,
En 1995, j'ai eu une attaque. Ce type est avec moi 24 heures sur 24. Sans lui, je ne peux rien faire. Il vit ici avec moi dans l'autre chambre. Si j'ai un problème, je l'appelle et il vient m'aider. Vous souhaitez quoi par-dessus tout? Un nouveau lit, que je puisse en descendre tout seul. Celui-ci est trop haut, je ne peux pas y grimper tout seul. Il faut que je m'accroche à son cou, il me soulève et il me pose sur le lit. Vous avez essayé de monter tout seul? Non, tout seul, j'y arrive pas. Vous avez vraiment essayé? J'ai essayé une fois et je suis tombé. Avri n'aura pas de sitôt un nouveau lit. On lui a aussi refusé des médicaments antidouleurs. Le service social des survivants de l'Holocauste déclare ne pas avoir le budget nécessaire. Zvi Shafir, survivant tchèque de l'Holocauste, passe tout son temps dans une lutte incessante contre la bureaucratie, ici en Israël. Il écrit d'innombrables lettres de demande, de protestation, où il supplie qu'on lui apporte de l'aide pour couvrir ses frais médicaux. Les gens de la Claims Conference demandent encore de l'argent au nom des survivants de l'Holocauste. Pourquoi faudrait-il leur donner de l'argent? Pour qu'ils puissent le voler? Les Allemands n'ont qu'à dédommager directement les gens. Au moins comme ça, l'argent ira directement aux personnes concernées. Tous ceux qui ont des bureaux ici, avec des centaines de gens dans ces bureaux, qui payent pour ça? C'est mon argent. L'argent auquel j'ai droit. J'ai souffert pour ça. J'ai été renversé par un tracteur. Ils m'ont électrocuté. Ils m'ont envoyé à la mort après avoir attesté que j'étais mort. J'étais tout replié sur moi-même. Ils m'ont broyé le visage. Vous savez, pendant plus d'1 an, je n'ai pas pu payer de taxes foncières pour la maison. Eh bien, qu'ils me traînent en justice. Pourquoi faire? J'ai pas un sou. Que dois-je faire? Voler? La veille de Rosh Hashanah, la nouvelle année juive, ils m'ont coupé l'eau. Alors je leur ai dit, les Allemands ne m'ont pas coupé l'eau, les Juifs vont le faire, me couper l'eau. J'ai dû trouver une garantie bancaire et c'est comme ça que l'eau a été rétablie. La veille du jour de l'an, des Juifs me coupent l'eau. Je vais sauter du toit de la mairie, sous leurs yeux. Me priver d'eau potable pour les enfants? Je n'avais tout simplement plus d'argent. Plus d'argent pour acheter de quoi manger. Plus rien. Il ne s'agit pas ici de mes intérêts personnels. Je travaille depuis 5 ans avec des survivants de l'Holocauste et parfois la nuit je me réveille, rêvant que je suis en plein milieu de l'extermination. Mais au-delà de tout cela, j'ai de l'amour et de l'admiration pour l'héroïsme des survivants. Je ne peux pas comprendre ce qu'ils ont vécu, mais avec le peu que je fais pour les aider, je rends hommage au seul fait qu'ils aient survécu, qu'ils aient refusé de baisser les bras et qu'ils soient arrivés en Israël. Beaucoup d'entre eux ont réussi à créer des familles. C'est énorme. Et j'ai l'impression que nous n'avons pas donné aux survivants la place qu'ils méritent dans la société. Tous les jours, j'ai honte quand des survivants viennent me demander de l'aide pour des couches, des appareils auditifs ou dentaires. Et je dois leur dire que je suis désolé, mais on n'a pas les moyens. On ne peut aider que les cas extrêmes. Les survivants de l'Holocauste se sont tus. Ils ont souffert. Ils ne se taisent plus et ne se tairont plus.
Et c'est à nous de nous battre aujourd'hui pour la conscience juive dans ce pays. Ils comptent sur les statistiques. D'ici à 10 ans, ces gens auront disparu et personne ne viendra parler en leur nom. Le problème, c'est que justement, personne ne parle en leur nom. Il n'y a pas une organisation juive qui n'ait collecté des millions de dollars dans les 50 dernières années au nom de l'Holocauste. Il n'y a pas une organisation juive qui n'ait utilisé cette photo du petit garçon, les bras en l'air, pour ramasser des fonds. Mais maintenant, depuis 10-15 ans, les survivants ont vraiment besoin d'aide. Maintenant qu'ils sont sans ressources, qu'ils sont malades, ils ne reçoivent aucun soutien de la communauté juive. Un groupe impressionnant de dirigeants mondiaux ont participé à l'inauguration du nouveau Yad Vashem Memorial à Jérusalem. Sa conception et sa construction ont pris 10 ans. L'an dernier, plus de 40 leaders mondiaux étaient rassemblés pour l'inauguration du nouveau Yad Vashem, mémorial de l'Holocauste en Israël. La Claims Conference a contribué au projet à hauteur de 34 millions de dollars. Gideon, tous ces projets comme le Yad Vashem auraient pu attendre 2 ou 3 ans. C'est une vraie course contre le temps. Les gens disparaissent. Il y a beaucoup de gens de la communauté juive mondiale au conseil d'administration de la Claims Conference et en Israël. Beaucoup de gens débattent avec force du fait que l'argent de la Claims Conference provient en partie de juifs morts en déportation. Il faut se souvenir d'eux, comment ils ont vécu et comment ils sont morts. Un drôle de jeu se produit lorsque le mythe devient plus important que les gens. C'est un jeu perdu d'avance. La mémoire de l'Holocauste est devenue plus importante que les victimes. Les victimes ont joué sur la scène de l'histoire et maintenant, merci beaucoup, votre rôle est terminé, quittez la scène, on continue sans vous. C'est là qu'ils mouraient. L'étape suivante était le four crématoire. Nous, la communauté juive dans son ensemble, avons trahi les survivants. Nous avons finalement reconnu la mémoire de l'Holocauste. Chaque année, nous commémorons l'Holocauste. Chaque année, nous recueillons des fonds au nom de l'Holocauste. Rappelez-vous mon discours aux Nations Unies. Je leur ai dit qu'il faut se souvenir. Mais j'ai aussi dit que le souvenir ne suffit pas, qu'il faut agir aussi. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. La communauté juive ne l'a pas fait. C'est cela la tragédie de l'Holocauste et de la mémoire.